Si je vous demandais qui était le personnage le plus clivant du bas empire romain, vous pourriez penser à quelques noms. Mais probablement le plus clivant de tous, c'est Constantin le Grand. Avec Constantin, soit on l'adore, soit on le déteste, et il n'y a pas vraiment de juste milieu. Dans cette vidéo, je veux revenir sur cette figure probablement la plus clivante de la fin de l'histoire romaine, et nous allons examiner certaines des bonnes choses qu'il a faites, et bien sûr aussi les mauvaises choses qu'il a faites, et comment ces actions ont façonné l'histoire romaine. Nous arriverons à une conclusion qui, je le vois déjà, sera elle-même assez clivante, à savoir que Constantin le Grand serait celui qui apporterait la ruine non seulement à la ville de Rome elle-même, mais à l'ensemble de l'Empire romain. Le 4e siècle après Jésus-Christ fut sans doute la plus grande période de transition de l'Empire romain. Si vous pouviez voyager dans le temps jusqu'à l'an 300 après Jésus-Christ et visiter différentes villes de l'Empire romain, tout vous semblerait encore très romain. Les gens vénéraient encore les dieux traditionnels des Romains. Les villes romaines comptaient toujours un grand nombre de temples et, en général, les villes avaient encore une apparence architecturale très similaire à celle qu'elles avaient des siècles auparavant. Elles seraient remplies de temples, de forums, il y aurait des théâtres impressionnants et des arènes de gladiateurs qui seraient pleines. Vous verriez des jeux de gladiateurs, il y aurait des cirques pour les courses de chars et de nombreuses statues impressionnantes. Mais si vous voyagiez à la fin du 4e siècle, les villes auraient une atmosphère assez différente. Vous verriez les premiers temples romains abandonnés ou fermés, et dans certaines villes, vous verriez déjà de nombreuses églises. De plus, l'architecture changerait. Vous verriez maintenant ce que nous pourrions appeler une architecture proto-byzantine. Durant ce siècle, les pièces romaines évolueraient fortement, tant sur le style que la qualité. Puis, les vêtements romains adopteraient une apparence plus médiévale. Et même l'armée romaine elle-même, à la fin du 4e siècle, ressemblerait étonnamment à une armée germanique, ne ressemblant plus vraiment aux anciens fantassins romains. Les statues vers la fin des années 300 auraient également une apparence étonnamment différente, beaucoup plus simple et ne seraient plus aussi élaborées et détaillées artistiquement qu'un siècle auparavant. Pendant ce temps, vers la fin des années 300, il y aurait une nouvelle capitale romaine à l'est, Constantinople, qui serait une ville bien plus grande qu'elle ne l'était au début des années 300, lorsqu'elle s'appelait encore Byzance. Pendant ce temps, l'ancienne ville de Rome semblerait pratiquement inchangée depuis le début du 4e siècle, comme si tout s'était complètement arrêté. Elle semblerait simplement un peu plus vieille et plus usée qu'au début des années 300, comme si son apogée était déjà derrière elle. Et la raison pour laquelle ces changements avaient eu lieu, c'était cet homme ici. Constantin, que beaucoup appellent le Grand. Mais était-il vraiment si grand que ça? Récapitulons rapidement sa vie. Il est né en l'an 272 dans la ville de Naissus, l'actuelle Niš en Serbie. Il a grandi dans les dernières décennies de la crise chaotique du 3e siècle, une époque de grands bouleversements, de peste, de guerres civiles et d'invasions germaniques massives. Son père, Flavius Constantius, était un officier romain et sa mère, Hélène, était une chrétienne de basse naissance ou une convertie ultérieure, exposant très probablement le jeune Constantin au christianisme dès son plus jeune âge, même s'il prétendait publiquement être païen dans ses premières années. Élevé à la cour romaine d'Orient sous l'empereur Dioclétien, qui a établi la tétrarchie en 284 après Jésus-Christ, Constantin a servi comme officier subalterne et était de facto un otage à la cour de Dioclétien à Nicomédie pour garantir la loyauté de son père. Lorsque Dioclétien et Maximien abdiquèrent en 305 après Jésus-Christ, Constance devint l'Auguste de l'Occident. Son père et Constantin l'ont rejoint en Bretagne, combattant les Pictes
et acquérant de l'expérience sur le champ de bataille. Après la mort de Constance en 306, à Eburacum, aujourd'hui York, ses troupes proclamèrent Constantin Auguste, défiant la succession de la tétrarchie et provoquant des tensions avec l'empereur Seigneur Galère. Entre 306 et 312, Constantin régna sur l'ouest, la Bretagne, la Gaule et l'Hispanie, se focalisant sur la stabilisation de la Gaule et le renforcement de la frontière du Rhin. Il épousa Fausta, fille de Maximien, pour des alliances politiques, en faisant preuve de tolérance envers le christianisme. En public, il demeura pourtant païen. Jusqu'ici tout va bien. Constantin serait resté un empereur assez banal. Si les choses étaient restées ainsi, mais bien sûr, il avait des ambitions bien plus grandes. À un moment donné, il s'est brouillé avec l'ancien empereur Seigneur Maximien, qui a tenté de l'usurper et a ainsi forcé Maximien à se suicider. Bien sûr, cela a entraîné des tensions avec l'autre empereur junior de l'époque, Maxence, le fils de Maximien. Et puis, Constantin a décidé de marcher sur l'Italie elle-même et sur Rome. Et cela allait être un tournant gigantesque pour l'Empire romain. Parce que, systématiquement, un par un, il allait vaincre tous les autres co-empereurs de 312 à 324 après Jésus-Christ, les battant tous. Et il allait redevenir le seul dirigeant de tout l'Empire romain. Parlons donc des aspects positifs que Constantin a apportés à l'Empire romain, car en effet, il a aussi accompli des choses très positives, ce qui explique naturellement pourquoi certaines personnes l'aiment. Premièrement, il a remporté des victoires décisives contre les barbares. Il a remporté des victoires contre les Pictes en 306, parvenant à stabiliser le mur d'Adrien et donc à renforcer cette province constamment instable de Rome. En 306 et 307, il a vaincu les Francs et il l'a fait de nouveau en 310. Il a également repoussé les incursions des Alamans. Plus tard, en 322, il a vaincu la tribu sarmate appelée les Yazidis. Encore plus tard, en 332, il a vaincu les Goths au-delà du Danube, dans la province de Dacie, qui avait été abandonnée par les Romains dans les années 270, restaurant ainsi une partie de cette province à l'Empire romain. Pendant un certain temps, il a même envisagé une campagne contre la Perse. Mais au milieu des préparatifs, il est tombé malade et est mort en 337 après Jésus-Christ. Donc Constantin a vraiment fait beaucoup pour défendre l'Empire romain contre les ennemis extérieurs. Et il mérite certainement beaucoup de mérite pour cela. Ensuite, il a aussi aboli les jeux de gladiateurs. L'une des pratiques les plus horribles de l'Empire romain était sans aucun doute les jeux de gladiateurs. Pendant des centaines d'années, d'innombrables gladiateurs sont morts pour divertir les foules romaines dans les grands amphithéâtres. Les gens acclamaient pendant que d'autres luttaient pour leur vie dans ces arènes monstrueuses, partout dans l'Empire romain. Constantin fut vraiment le premier à réprimer de manière systématique cette pratique barbare et à promulguer plusieurs lois interdisant les jeux de gladiateurs. Après l'époque de Constantin, on ne connaît pas une seule nouvelle arène de gladiateurs qui ait été construite, et dans les décennies qui ont suivi le règne de Constantin, cette pratique est devenue de moins en moins courante, car les successeurs de Constantin ont continué à sévir contre cette coutume brutale de la Rome antique. Nous pouvons tous convenir que ce que Constantin a fait ici était vraiment bien. Troisièmement, Constantin a mis fin à la garde prétorienne. Pendant 3 siècles, les prétoriens tuaient souvent les empereurs sans pitié et en proclamaient de nouveau, régnant fréquemment sur la population dans un véritable règne de terreur. On pourrait même parfois les décrire comme une dictature militaire. Constantin les a éliminés après la bataille du pont Milvius. Une bonne fois pour toutes, leur règne de terreur ne reviendrait plus jamais. Quatrièmement, il a réformé la monnaie romaine et introduit le solidus d'or. Le solidus d'or a remplacé l'ancien aureus dévalué et a été frappé avec une pureté très élevée de 95 à 99% d'or, restaurant ainsi la confiance dans la monnaie romaine. Il a introduit une fiscalité basée sur le solidus
exigeant que certains impôts des hauts fonctionnaires soient payés en or. Ce qui était bien sûr une politique économiquement saine. Cinquièmement, il a fondé Constantinople. Si vous aimez Constantinople et l'Empire romain d'Orient plus que l'Empire romain d'Occident, alors il y a de fortes chances que vous aimiez aussi beaucoup Constantin. Après tout, il a établi l'Empire romain d'Orient comme une entité politique solide et fondatrice qui durerait un millénaire entier. Ce serait la base d'une culture entière dont les vestiges, comme l'Église orthodoxe, influencent encore la culture aujourd'hui. Cette civilisation était vraiment impressionnante et elle contribuerait même à déclencher la Renaissance elle-même. Par conséquent, nous pouvons encore ressentir l'impact de l'Empire romain d'Orient. Ainsi, nous pouvons voir que Constantin a vraiment accompli des choses impressionnantes, ce qui rend tout à fait compréhensible que certaines personnes l'apprécient vraiment. Comme c'est souvent le cas avec l'histoire, cela dépend vraiment de nos points de vue uniques et de ce que nous jugeons le plus important dans notre façon d'évaluer certains personnages. Mais alors, pourquoi y a-t-il des gens qui n'aiment pas du tout Constantin? Eh bien, parce qu'il a aussi fait certaines choses qui n'étaient pas vraiment formidables. Voyez-vous, alors que certaines choses qu'il a faites étaient formidables pour certains, exactement ces mêmes choses n'étaient vraiment pas si bonnes pour d'autres, et certaines auraient un impact énorme qui ne deviendrait visible que plus tard. Premièrement, il a affaibli l'Empire romain d'Occident, et a été responsable du déclin de la ville de Rome. Si vous préférez l'Empire romain d'Orient à celui d'Occident, comme dit plus tôt, vous aimerez sans doute plus Constantin. Mais si vous êtes un occidental, eh bien, il y a de fortes chances que Constantin ne soit pas votre empereur préféré, pour le dire gentiment. Après tout, il a abandonné l'ancienne capitale qui avait été le centre de la civilisation romaine pendant plus de 1000 ans à ce moment-là. En déplaçant la base du pouvoir économique, culturel et politique vers l'Est dans sa nouvelle capitale de Constantinople, il a affaibli la moitié occidentale de l'Empire sur le plan politique. Ainsi qu'économiquement, et il a réduit son prestige ancien. Mais il est allé encore plus loin. Il a pillé l'ancienne capitale, la privant de nombreuses œuvres d'art et statues antiques, et les a emportées loin, à Constantinople, emmenant avec lui de nombreux artisans, des sénateurs et d'autres personnes qualifiées. En effet, on pourrait même dire que le premier sac de Rome n'a pas eu lieu en 410 mais en 326 et qu'il a été perpétré par Constantin. Cela a affaibli le prestige de l'ancienne capitale. Et ce n'est pas un hasard si le zénith de Rome a été atteint au début des années 300. Justement au moment où Constantin allait accéder au pouvoir. Et par conséquent, Rome commencerait déjà à décliner dans la seconde moitié des années 300. Mais plus encore, l'Empire d'Occident fut privé par Constantin de ses 2 flottes prétoriennes, dépouillant complètement l'Empire romain d'Occident de sa puissance navale ancestrale, le laissant sans défense, ce qui lui coûterait très cher par la suite. Oui, l'Orient a été renforcé, mais cela s'est fait en affaiblissant l'Occident. Cela a peut-être été fait pour des raisons stratégiquement valables, cependant cet affaiblissement serait fatal pour l'Occident, qui, même pas 70 ans après la mort de Constantin, serait, en conséquence, envahi par les peuples germaniques. Et ce n'est pas une coïncidence si cela s'est produit si peu de temps après la mort de Constantin. L'invasion de 406 mènerait à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et sans l'Occident, l'Orient ne pourrait jamais survivre. L'Empire romain n'a jamais été conçu pour être divisé. Dès que l'Occident est tombé, ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'Orient ne tombe lui aussi. 2. Il a nommé un seul général puissant pour tout l'Occident. L'orientation orientale de Constantin l'a bien sûr amené à négliger la moitié occidentale de l'Empire romain, et il pensait donc qu'un seul général suprême pour tout l'Occident suffirait. Ce poste était celui de Magister Militum, mais confier autant de pouvoir militaire à une seule personne allait plus tard causer d'énormes problèmes,
car ce poste serait de plus en plus occupé par des personnes ayant leurs propres ambitions. Parfois, cela pouvait être bénéfique si une personne noble et compétente comme Flavio Stilicho devenait le général suprême de l'Occident, mais cela pouvait aussi s'avérer absolument catastrophique si un psychopathe égoïste comme Ricimer occupait ce poste. En effet, ce serait finalement ce système qui conduirait à d'énormes tensions entre les empereurs occidentaux et les magistri militum, les amenant souvent à s'entretuer. Stilicho et Aetius, deux magistères militum très compétents, furent tués par les empereurs. En retour, l'assassinat de Valentinien III fut commis pour venger le meurtre d'Aetius, et cela allait grandement déstabiliser l'Empire romain d'Occident. Et cela permettrait directement à Ricimer d'accéder à ce poste et de causer tous les dégâts qu'il a infligés à l'Empire d'Occident. Et les dégâts que Ricimer a infligés à l'Occident étaient si graves que l'Occident ne s'en remettrait jamais. 3. Les réformes militaires de Constantin a introduit un certain nombre de réformes militaires d'une grande portée. Il a divisé l'armée romaine en deux groupes. Premièrement, l'armée de campagne mobile, les comitatans, et deuxièmement, les troupes de frontières, les limitanei. Bien que cela ait semblé être une excellente idée sur le papier, en réalité, cela a conduit à un système à deux classes avec des forces mobiles supérieures et une infanterie limitanei inférieure sur la frontière qui était souvent, voire toujours, bien moins bien équipée que les comitatans supérieurs. Cette concentration d'un grand nombre de troupes mobiles, bien payées et bien approvisionnées a bien sûr facilité la tâche aux futurs généraux pour se rebeller. Pendant ce temps, les troupes frontalières, beaucoup plus faibles, rendaient bien sûr l'invasion de l'Empire par les ennemis beaucoup plus facile. Les limitani faibles allaient causer d'énormes problèmes plus tard, rendant les invasions barbares beaucoup plus probables. Mais c'est aussi Constantin qui a commencé à recruter un grand nombre de barbares foederati, des soldats fédérés, des Germains dans l'armée, et souvent à leur permettre d'amener leur propre chef, affaiblissant ainsi la structure de commandement avec des conséquences fatales. En effet, déjà 50 ans après la mort de Constantin, un magister militum franc appelé Arbogast deviendrait si puissant qu'il déciderait de la vie ou de la mort de l'empereur romain d'Occident. Ce qui ne serait pas arrivé si Constantin n'avait pas permis à un si grand nombre de Germains, avec leur chef, de faire partie de l'armée romaine. Car il a abandonné le système tétrarchique et l'a remplacé par une règle dynastique. À sa mort, Constantin a partagé l'empire entre ses trois fils, Constance, Constant II et Constantin. De Crispus, son fils aîné, il ordonna qu'il soit exécuté en 326 et il fit également exécuter sa femme Fausta, un comportement vraiment barbare pour un empereur chrétien supposément pieux. Quoi qu'il en soit, remplacer la tétrarchie par un système dynastique ne s'avérera pas supérieur. En fait, les fils de Constantin furent prompts à revenir aux bonnes vieilles guerres civiles, et peu de temps après, seule Constance II resta. L'Empire n'avait vraiment rien gagné de cette règle dynastique, et cela allait entraîner un chaos continu, des rébellions plus tard et, comme si souvent, des guerres civiles, 5 politiques économiques. Nous avons déjà dit que l'introduction du solidus par Constantin était, à bien des égards, une politique très sensée. Cependant, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que, même s'il était très raisonnable avec les pièces d'or, en ce qui concerne les petites pièces d'argent et de bronze, il ne l'était pas. Il est revenu à la frappe d'une grande quantité de petites pièces de bronze, les nimi, et il a encore réduit la teneur en argent des pièces d'argent. Cela a conduit à des décennies de forte inflation, des années 330 aux années 360. Sur le plan fiscal, il était aussi extrêmement injuste parce qu'il a exempté les chrétiens d'impôts. C'est exact. Imaginez que vous exonériez un groupe religieux d'impôts. Imaginez ce que cela fait ressentir aux autres, qui représentaient à ce moment-là au moins 75
voire 85% de l'ensemble de l'Empire romain. Cela a bien sûr mené à de fortes tensions et a aussi réduit les recettes fiscales, mais il a compensé cela en imposant une taxe très élevée aux marchands. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, n'était pas vraiment bon pour le commerce, comme si tout cela n'était pas déjà assez mauvais. C'est lui qui a eu l'idée brillante d'attacher les paysans à leurs terres. Oui, ils allèrent devenir la colonie, et il a promulgué d'autres lois obligeant les enfants à suivre les traces de leur père. Ceci serait en réalité le précurseur du système féodal médiéval. Cela créerait tout un grand groupe de personnes qui seraient extrêmement désabusées par l'Empire romain. Car comme vous pouvez l'imaginer, être forcé d'être attaché à sa terre, c'est essentiellement comme l'esclavage, donc ses colons, bien sûr, se révolteraient très rapidement par la suite. Cela mènerait aux rébellions des Bagaudes, où ils se soulèveraient et formeraient des bandes de maraudeurs, et ces colons rejoindraient même volontairement les envahisseurs germaniques au début des années 400, et ils les considéraient souvent comme des libérateurs. Dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que les politiques économiques de Constantin, à part l'introduction du solidus d'or, ont été un immense désastre. Et 6, c'est lui qui a posé les bases de l'intolérance religieuse du christianisme, en favorisant activement ce groupe, tout en prétendant extérieurement être tolérant religieusement dans ses premières années. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus intolérant envers l'ancienne religion traditionnelle de l'Empire, faisant pratiquement tout pour favoriser le christianisme. Nous avons déjà mentionné précédemment qu'il a exempté les chrétiens de l'impôt, ce qui en soi aurait déjà suffi à créer d'énormes tensions au sein de la société romaine, mais cela l'a aussi éloigné des anciennes élites et des sénateurs de Rome. C'est bien sûr pour cette raison qu'il a choisi de créer sa nouvelle capitale à l'Est, qu'il voulait, ce n'est pas un hasard, être une capitale chrétienne. Il s'est fortement immiscé dans les affaires religieuses partout où il le pouvait, établissant un précédent dangereux qui serait ensuite poussé à des niveaux encore plus extrêmes par ses successeurs. Et bien qu'il n'ait pas encore ouvertement réprimé le paganisme et l'ancienne foi gréco-romaine, il a posé le précédent juridique permettant aux empereurs suivants de devenir toujours plus intolérants, ce qui conduirait à une polarisation sociale et à des tensions encore plus fortes. Ce qui éclaterait en de nombreux affrontements violents entre païens et chrétiens. Les païens désabusés regarderaient ensuite en souriant leur empire intolérant se désintégrer. Car pourquoi devraient-ils aider un empire qui les avait traités de manière si injuste ? Permettez-moi de lire un passage de l'un de mes livres préférés sur l'histoire romaine, Le déclin de l'Empire romain de James W. Ermatinger. Je sais, ce n'est pas le titre le plus original, je l'admets, car il y a probablement 200 autres livres portant le même titre. Mais James W. Ermatinger écrit un passage très intéressant que j'aimerais vous lire. En revenant à l'analogie d'un patient âgé décédé d'une attaque cérébrale et dont l'histoire de vie a été complétée, il existe des similitudes entre son destin et celui de l'Empire romain. Comme le patient qui a fumé et abusé de l'alcool, Rome aussi a souffert d'abus, certains auto-infligés, de querelles religieuses, de changements sociaux et de problèmes économiques, tandis que d'autres étaient externes. Comme le patient souffrant de stress ou de maladie, Rome avait des voisins belliqueux et des épidémies. Constantin peut être comparé à la première cigarette ou à la première nuit de beuverie de Rome. Bien que les conséquences des actions de Constantin n'aient pas été immédiates, il a néanmoins semé les graines de la destruction de Rome. Comme c'est souvent le cas avec les personnages historiques, nous aimerions vraiment qu'il y ait une personne véritablement bonne, sans défaut, un personnage vraiment grand, mais bien souvent, les grands qui ont certes accompli de grandes choses avaient vraiment beaucoup de défauts et selon la façon dont on les regarde, sous un certain angle, ils ne semblent soudainement plus si grands que ça. En fait, ils peuvent soudainement révéler une facette que vous auriez préféré ne jamais connaître. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec cette vidéo et c'est normal. Je peux être biaisé parce que je pense personnellement que la chute de l'Empire romain d'Occident a été une énorme tragédie.
Personnellement, je suis attristé par le déclin de la ville de Rome elle-même, ce spectacle magnifique d'une cité, la plus grande et la plus splendide des villes. Je suis attristé par la dissolution et la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais si, en revanche, vous aimez davantage l'Empire romain d'Orient que l'Occident, alors je peux aussi comprendre que vous aimiez Constantin. La beauté de l'histoire romaine, c'est que plusieurs angles et interprétations peuvent coexister en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé, chers amis de l'histoire romaine. Un remerciement spécial à nos soutiens sur Patreon et à nos membres YouTube, car c'est grâce à vous, chers amis, que je continue à faire des vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur Constantinople avant Constantin, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur un empereur romain que j'apprécie encore moins, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Merci encore à tous les amis de l'histoire romaine, gracias Tibiago et Benevalete.